Tout le monde va bien? Je sens que vous avez hâte que ça commence. Moi aussi. En fait, on attend Nelson, là, qui ne saurait tarder. Nelson, c'est celui qui va mener un peu cette rencontre. Voilà, en attendant qu'il arrive, je vais quand même lancer la soirée, histoire qu'on ne prenne pas trop de retard. Bonsoir à toutes et tous. C'est hyper sympa de vous voir si nombreuses et nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et vraiment, on est ravis. Je crois qu'on est environ 300. Donc c'est assez agréable de voir une salle pleine comme celle-ci. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on accueille chaleureusement, comme il se doit, nos deux invités, Heidi et Francis. Et aussi Nelson qui vient de faire son apparition. Donc vous connaissez peut-être moins Nelson Numbisi, c'est un ingénieur en sciences météo-climatiques, et donc il sera en charge d'animer, de faire la présentation des invités et d'animer le débat, enfin la rencontre. Alors inviter un spécialiste une spécialiste des glaciers, un spécialiste des forêts, c'était quand même un pari assez risqué, on va pas se le cacher, et parce qu'on peut avoir un peu de mal à comprendre ce qu'il pourrait y avoir comme point commun entre une masse de neige tassée par le temps et quelque chose d'aussi vivant et intelligent qu'un arbre. Mais ça va être un peu le challenge de la soirée, c'est de voir un peu ce qui réunit nos invités. Moi, ce que je vois au premier abord, c'est leur sourire. C'est un truc qui me frappe beaucoup, que ce soit chez Francis et Heidi. Et vous verrez que Nelson, il est pas en reste aussi sur cette question. Donc voilà, j'espère qu'on sera pas mal dans le sourire, même si il n'y aura pas que des bonnes nouvelles. Préparez-vous quand même un petit peu. Voilà, un grand merci pour commencer quand même à l'Institut Agro pour son accueil, à l'équipe de Heidi, Alexandra en particulier, à l'association étudiante Le Pote, Charlotte et Océane en particulier, qui ont été assez présentes, l'association L'Île des Possibles, Lucien, qui a été hyper bien aussi sur l'organisation, il était super, il nous a beaucoup aidé, l'atelier du déclic, avec Julien qui est pas là, qui est pas loin, l'association Francis Allais pour la forêt primaire et l'association Culture Climat. Donc alors cet événement, il a pour cadre un anniversaire, celui des 10 ans d'une association qui s'appelle les Shifters, que vous connaissez peut-être. C'est une asso bénévole qui est passée de quelques membres il y a 10 ans donc à plus de 25 000 aujourd'hui et qui sont disséminés un peu partout en France et aussi à l'étranger. Bon, alors ça ne dit pas ce que sont les Shifters. Les Shifters, c'est une association d'intérêt général qui vient en appui d'une autre association qui s'appelle The Shift Project, qui est en fait un groupe de réflexion, un think tank, qui œuvre pour la décarbonation de l'industrie et plus largement de la société. Son président est quelqu'un que vous avez certainement déjà croisé dans les médias, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, et qui est parfois présenté comme un gourou dont nous serions les disciples. Alors c'est vrai que le culte de la personnalité chez les Shifters, c'est un truc qui nous anime énormément. C'est le cœur de notre activité de chanter des chansons, des hymnes à la gloire de Jean-Marc Jancovici. C'est un peu pour ça qu'on est là d'ailleurs. Vous verrez, il y a un stand à la sortie du stand des Shifters où vous pourrez acheter des t-shirts Janco à vélo, Janco en métro, Janco en char à voile. J'aime bien celui-là. Et puis, avec notre devise, bien sûr, au-dessus, Veni, Vidi, Janco, Vici. Alors, on entend souvent dire aussi que les Shifters sont des ingénieurs technosolutionnistes pro-nucléaires. Donc, deuxième débunkage, après j'arrête, je vous promets. Nous, ce qu'on promeut avant tout, c'est la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles, à savoir le charbon, pétrole et gaz. Parce qu'on est en face d'une double contrainte, les émissions de CO2, vous avez dû en entendre parler, engendrées par la combustion de ces énergies, qui ont une fâcheuse tendance même à déstabiliser le climat.
Et puis il y a une autre contrainte qui est celle de l'approvisionnement, puisque nous n'avons quasiment aucune de ces énergies sur notre sol et que les quantités disponibles vont être amenées à s'amenuiser avec le temps. Donc double contrainte dit double intérêt à en sortir et le plus rapidement possible de préférence. Donc pour cela, le premier levier dont on fait la promotion, c'est la sobriété. Donc la sobriété, c'est réduire les usages. Et donc on est un peu loin de l'image qu'on essaye de nous coller parfois. Alors nous, on s'adresse principalement chez Shifters au grand public, aux entreprises, aux élus, et toujours de façon bénévole. Nos outils sont des conférences, des ateliers, tables rondes, émissions de radio, apéros. Je le dis en dernier, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Non, mais les apéros, très importants. La convivialité en général, de toute façon, c'est primordial dans le milieu associatif, je pense, dans son ensemble, et chez nous en particulier. L'objectif du soir, que vous passiez toutes et tous un super moment, on aimerait bien aussi vous donner envie de passer à l'action, de vous engager. Si vous vous sentez parfois envahi par les mauvaises nouvelles sur l'environnement et que tout simplement vous voulez être acteur de tous ces changements qui sont en cours, n'hésitez pas. Vous trouverez à la sortie de ce magnifique amphi différents stands associatifs qui seront prêts à vous accueillir. Donc franchement, on est là pour ça. On se rencontre à la sortie. À la suite de cette rencontre, il y aura un temps d'échange avec vous dans le public. Donc on a quelques micros à disposition. Et puis bien sûr, après cet échange avec vous, il y aura un buffet qui nous attend, qu'on a voulu local, bio et très végétal, à l'image de tout ce qu'on peut promouvoir dans les différentes associations qui sont partenaires ce soir. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de votre attention et tiens à remercier à nouveau Heidi et Francis Nelson pour leur présence ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci pour cette introduction. On va démarrer cette table ronde intitulée Glaciers, forêts face à la dérive climatique. Et j'ai à mes côtés ce soir deux personnes, pour ne pas dire deux personnalités connues et reconnues dans leur domaine. Je commence tout de suite à ma gauche, Eddy. À l'état civil, Eddy Sévestre, vous êtes glaciologue, spécialiste de l'Arctique. Vous enseignez à l'université du Svalbard en Norvège, où vous avez d'ailleurs soutenu votre thèse en 2015. Vous avez 36 ans, ce qui vous rapproche davantage de la moyenne d'âge du gouvernement d'Attal, 46 ans, que de celle de Greta Thunberg, 21 ans. Mais on retrouve beaucoup de similitudes entre Greta et vous, notamment votre engagement en faveur de la protection de l'environnement, avec toutes vos irruptions dans les médias pour informer et alerter sur la situation des glaciers. Autre similitude, votre casier judiciaire porte mention de 43 condamnations. Non, je rigole. Je n'ai pas accès à son casier judiciaire. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que vous avez rencontré Tom Cruise il y a près d'1 an dans un cadre professionnel. Est-ce que vous avez une carrière hollywoodienne en cours de préparation? Mais il faut les attraper, les gens comme Tom Cruise, hein, les Taylor Swift, etc. Faut les choper, faut les mettre la tête dans les glaciers, qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Ouais. D'accord, très bien. Merci d'être parmi nous ce soir, en tout cas. À vos côtés, Francis Allais, vous êtes botaniste, biologiste et dendrologue. Vous avez pour spécialité les écosystèmes tropicaux, que vous connaissez bien, puisque vous avez visité la plupart des forêts tropicales dans le monde. D'ailleurs, j'aimerais commencer par vous demander, est-ce qu'il reste des forêts tropicales que vous n'avez pas visitées? Parce que je voulais faire la liste, mais elle est beaucoup trop longue. Il y a quelque chose qui me désole. Sur la côte ouest de l'Inde, il y a une forêt magnifique, la forêt des Ghats, et voilà, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Quelle honte. Quel dommage. Mais toutefois, en 2018, vous avez cofondé l'association éponyme qui porte votre nom, l'association Francis Allais pour la forêt primaire, autour d'une idée de renaissance nécessaire d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Et donc j'ai une deuxième question, d'ailleurs j'en ai 3 supplémentaires pour vous tout de suite. Qu'est-ce qu'une forêt primaire? Quelle est la valeur ajoutée d'une forêt primaire par rapport à une forêt secondaire? Et pourquoi n'y en a-t-il quasiment plus en Europe de l'Ouest?
Il n'y en a plus en Europe de l'Ouest parce qu'on les a toutes coupées. Simple, Pas compliqué. basique. C'est très simple. D'ailleurs, les forêts, elles disparaissent pas d'elles-mêmes. Hein. Si elles ont disparu, c'est qu'on les a coupées. Et qu'est-ce qu'une forêt primaire alors? Une forêt primaire, c'est une forêt qui a jamais été modifiée par l'homme. Elle a pu l'être, mais si un temps suffisant s'écoule, mais ça se compte en siècles, hein, Ah, d'accord. le caractère primaire peut revenir. D'accord. On en a d'innombrables exemples dans les tropiques. Alors évidemment, dans les tropiques, ça va un peu plus vite qu'ici, puisque les arbres poussent plus longtemps dans l'année. Mais de toute façon, le retour d'une forêt secondaire vers la forêt primaire, faut pas être pressé. Très bien. Merci. Donc, je vous propose, après ces éléments introductifs, d'aborder des éléments, j'ai envie de dire des éléments de base sur l'impact d'un climat qui se réchauffe, sur vos sujets d'expertise. Je commence par vous, Heidi. L'actualité nous le rappelle. Le Venezuela est depuis quelques jours, peut-être même quelques heures, le tout premier pays de l'histoire moderne à avoir perdu l'entièreté de ses glaciers, alors qu'il y a à peine un siècle, le pays en possédait 6. Donc j'aimerais savoir comment en est-on arrivé là? Ouais, exactement. Alors avant de commencer, déjà, je voudrais vous remercier. Hein. Je suis trop contente d'être là. Je tiens à vous dire que j'ai un peu un syndrome de l'imposteur là, à 3000% d'être sur cette scène avec le gigantesque Francis Allais. Je suis très très honorée. Et bon anniversaire en tout cas les shifters Languedoc-Roussillon. Alors évidemment, oui, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles au niveau des glaciers. Et le Venezuela, c'est un pays où dans les années 60, qui était tellement fier en fait d'avoir des glaciers, d'avoir de la neige, qu'à l'époque ils avaient organisé une compétition internationale de ski pour dire genre venez faire du ski au Venezuela, on a de la neige, on a de la glace, tout va bien. Et en fait, on est passé de 1000 hectares de glace au début du siècle dernier à 2 en fait cette année. Il y a un petit glacier qui s'appelle La Corona, qui est juste au-dessus d'une ville de la Mérida, qui malheureusement, alors il y a encore de la glace, mais il a perdu ce glacier, il a été déclassifié. Donc il y a encore de la glace, mais il est trop petit aujourd'hui pour être encore défini comme un glacier. Alors j'ai été assez triste de cette introduction. On a l'impression que les glaciers sont pas vivants, ils sont pas intelligents. Mais si, les glaciers, ils sont vivants, ils ont plein de choses à nous raconter. Et ce glacier-là de la Mérida, de la Corona, ce qu'il nous dit, c'est clairement que les températures aujourd'hui sont trop hautes pour lui. En fait, dans les tropiques, on a encore des glaciers aujourd'hui. On a encore à peu près 3000 glaciers qui s'éparpillent le long de l'équateur, qu'ils soient au nord de l'Amérique du Sud, qu'ils soient en Afrique de l'Est, qu'ils soient en Papouasie. Il y a encore des glaciers dans ces régions-là. Et malheureusement, pour ces glaciers, le seul allié, c'est l'altitude. En fait, plus ils sont hauts en altitude, plus il fait froid. Et ce petit glacier au Venezuela, il est à 4900 mètres d'altitude. Et pour ce glacier, 4900 mètres d'altitude, c'est pas assez. C'est vraiment la limite pluie-neige. Et donc, il en reste plus que 2 hectares. Il est plus défini comme un glacier, mais ce qui est assez cocasse, et on en reparlera, je pense, tout au long de la soirée, c'est que d'un coup, le gouvernement s'est réveillé, là, il y a quelques mois, et a dit, on va sauver le glacier, quoi. Coûte que coûte. Il était temps de se réveiller, mais ils se sont dit, on va sauver le glacier. Donc, Francis, tu devineras jamais. Ils sont partis en Italie, acheter des bâches blanches en plastique, évidemment. Et donc, ils étaient tout fiers. Ils ont fait une campagne de photos de dingue, médias et tout, pour dire l'opération militaire, on va sauver le glacier. Et là, les scientifiques et les biologistes, notamment, ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quoi? C'est n'importe quoi. Balancer des bâches blanches sur un glacier à pratiquement 5000 mètres d'altitude, c'est garanti. Tu vas jeter des microplastiques, des nanoplastiques partout dans l'écosystème. Et ces glaciers, pourquoi c'est important? C'est les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Donc voilà, malheureusement pour le Venezuela, c'est trop tard pour sauver ce glacier, mais c'est pas encore trop tard pour un petit paquet de glaciers qu'on peut encore sauver aujourd'hui. Super, merci. Francis, Eddy vient de nous présenter les conséquences d'un monde qui se réchauffe sur les glaciers. Comment est-ce que ça se traduit à un réchauffement planétaire global, un réchauffement planétaire de 2 degrés, 1,5 degré, voire plus, sur des forêts? Et aussi, est-ce que c'est pareil dans les tropiques que dans les moyennes latitudes? Non, je suis pas du métier, je suis pas climatologue, hein. Mais j'ai écouté beaucoup de ces gens-là et j'ai retenu que le changement était beaucoup plus fort dans les régions où tu travailles que ici, et beaucoup plus fort ici qu'à l'équateur. À l'équateur, oui, bon, il y a des coups de chaleur, c'est vrai, mais rien d'extraordinaire. Les gens n'ont
parlent pas, ça les intéresse pas. Ils ont des tas d'autres problèmes beaucoup plus urgents. Et par contre, ce sont des pays pauvres qui ont pratiquement pas de gouvernement. Souvent, ils ont un semblant de gouvernement, mais qui n'a aucune espèce de pouvoir. Et donc, la société civile est très mal structurée et les gens souffrent beaucoup plus des petits changements climatiques dans les régions tropicales que nous n'en souffrons ici ou plus près des pôles. Donc c'est ça le drame, c'est la pauvreté des gens sur lesquels tombe ce changement. Très bien. Et donc si je comprends bien vos propos, le changement climatique en tant que tel n'a pas une influence aussi marquée sur les forêts tropicales qu'il pourrait l'avoir typiquement sur les glaciers tropicaux. Rien à voir. Et qu'est-ce qui menace ou pourrait menacer pour le coup les forêts tropicales? Parce que si vous êtes spécialisé dans ce domaine, c'est qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à... C'est la déforestation. Pas compliqué. C'est très facile de faire fortune rapidement. Parce que, je vais te tutoyer, hein, excuse-moi. T'as pas eu besoin de planter les arbres puisqu'ils ont poussé tout seuls. Et tu as besoin de personnel. Tu trouves les gens sur place et tu les payes 3 fois rien. Ben, c'est très vite fait de faire fortune. C'est pour ça que les dernières forêts primaires des tropiques, je suis pas du tout optimiste sur leur conservation à long terme. C'est une des raisons pour lesquelles je souhaite qu'on en fasse renaître une ici. Et la déforestation, c'est uniquement de la déforestation quelque part exportée, parce que c'est ce que j'entends dans ton oui, essentiellement. Ça a jamais été les gens du pays qui ont déforesté leur pays. Jamais, jamais. C'est de l'industrie et du commerce venus de l'étranger. Et en plus, c'est des gens très riches qui font ça, et donc ils ont une possibilité de corrompre qui est énorme. Et ça se sent tout le temps. Très bien. C'est pas très gai, cet aspect-là. On aura l'occasion de revenir dessus un peu plus longuement par la suite. Et il dit, est-ce qu'il y a d'autres... on a bien compris que la hausse globale des températures a condamné quelque part de façon irréversible, en tout cas dans l'immédiat, le dernier glacier du Venezuela. Mais est-ce qu'il existe d'autres menaces, autres que le changement climatique, j'ai envie de dire, qui pourraient mener à des situations de la sorte? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais la déforestation, en fait, affecte aussi les glaciers. Ça a été mesuré, alors c'est des toutes dernières études scientifiques, sur d'autres glaciers tropicaux, notamment ceux que vous connaissez par cœur, les glaciers du Kilimandjaro. Il y a encore quand même des petits glaciers au niveau du Kilimandjaro. Et en Tanzanie, il y a une étude scientifique qui a révélé que, oui, certes, les glaciers du Kilimandjaro fondent parce qu'ils sont dans un climat qui n'est plus le climat dans lequel... c'est plus leur niche écologique, en quelque sorte. Mais il y a une grande menace aussi, c'est le changement d'humidité, en fait, de cette montagne. Et ça, c'est assez formidable. On voit, en fait, il y a un lien entre moi et Francis, hein, malgré ce que vous pensiez peut-être au début de cette intervention. Mais on se rend compte, en Tanzanie, et donc ça a été prouvé par ces études scientifiques, que plus on déforeste, plus la montagne s'assèche, moins il y a de précipitations. Après, on espère que ces précipitations, elles tombent sous forme de neige plutôt que de pluie. Mais la Tanzanie, alors... tu connais ça mieux que moi, a décidé de lancer un programme de reforestation apparemment très ambitieux. On parle de millions d'arbres qui sont censés être replantés. Donc à voir si ça arrive, ces arbres grandiront suffisamment vite pour les glaciers. Mais c'est vrai qu'on est en train de voir pas mal de glaciers, de régions où il y a des glaciers tropicaux, comme la Colombie, où en Colombie, pareil, il y a des menaces directes sur les paramos, qui sont donc ces écosystèmes de haute altitude juste en dessous des glaciers. Et ces paramos, le fait qu'ils soient là, ils forcent les précipitations, ils forcent la neige à tomber. Mais ces paramos, ils sont menacés de toutes parts par l'agriculture, ils se font cramer régulièrement. Et donc là, il y a des associations, une ONG notamment colombienne qui est assez formidable, qui s'appelle Cumbres Blancas Colombia, qui est en train d'essayer de replanter des espèces natives dans ces paramos pour garder ces montagnes humides le plus longtemps possible. Donc ça, c'est assez anecdotique, cette déforestation sur le reste des glaciers sur Terre. Si on regarde les glaciers dans les Alpes, dans l'Himalaya, les glaciers des régions polaires, là, il n'y a aucun doute que la menace principale, c'est l'augmentation des concentrations de CO2. Mais il y a aussi un autre ingrédient qui pèse pas mal dans la balance. Et là, on est aussi connecté parce qu'on se retrouve vite dans des cercles vicieux. C'est lorsque les énergies fossiles sont brûlées,
lorsque la végétation est brûlée, la biomasse, et ben ça recrache des petites particules, des cendres, hein, des particules de noir de carbone. Et quand ces petites particules voyagent, elles sont très légères, elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres, et qu'elles retombent sur la neige, sur la glace, sur des surfaces blanches, et ben ça assombrit ces surfaces et ça accélère encore plus la fonte de la neige et de la glace. Donc quand la Californie brûle, quand le Canada brûle, et ben vu que les vents vont souvent dans le même sens dans l'hémisphère nord, et ben ces cendres en fait, elles se retrouvent plaquées sur une partie du Groenland notamment. C'est un peu comme si on mettait un t-shirt noir sur la calotte polaire du Groenland et ça accélère encore plus la fonte. Et là, j'y pars dans 15 jours et c'est ce qu'on va aller mesurer. Mais on se rend compte que finalement, voilà, plus cette biomasse, elle brûle, et elle brûle notamment à cause des activités humaines et notamment à cause du changement climatique, plus les glaces à des milliers de kilomètres de là fondent. Ouais. Très bien. Francis, j'aimerais revenir sur un point qu'a abordé très sommairement Heidi dans son propos à l'instant, c'est la question de la reforestation. On entend fleurir partout, que ce soit en France ou ailleurs, et également dans les tropiques du reste, différents projets de reforestation sans réellement se rendre compte des résultats, des fruits de ces projets de reforestation. Je pense notamment à la Grande Muraille Verte. La Muraille Verte. Est-ce que vous pouvez juste déjà présenter la Muraille Verte et expliquer les conditions de réussite d'une initiative de reforestation à aussi grande échelle? C'était un très joli projet, ça l'est toujours d'ailleurs. Il s'agissait d'aller de Djibouti au Sénégal. De l'Est à l'Ouest de l'Afrique. Oui, alors une bande assez large, bien boisée, pour stopper l'avancée du Sahara vers le sud. Le problème, c'est que on a laissé les gens de ces pays faire ça eux-mêmes. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas compris que les tropiques, j'insiste là-dessus, c'est économiquement pauvre, voire misérable. Alors, on peut pas demander à des gens qui luttent pour vivre quotidiennement de faire un travail comme ça, qui est gigantesque. Il faut des plants, et donc il faut récolter des graines, il faut faire des pépinières, voilà. Et puis il en faut des quantités, parce que ça va se compter en millions d'arbres. Donc ça ne s'est pas fait, voilà. Et je voudrais pas qu'on fasse porter la responsabilité de cet échec aux gens qui habitent là. Ils ont rien demandé, et on les a pas aidés, surtout. Très bien. Justement, vous avez évoqué le fait que le Sahara avançait. Il y avait une désertification progressive des moyennes latitudes africaines vers les latitudes un peu plus tropicales. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez juste nous brosser une approche un peu rétrospective de l'évolution des bassins forestiers dans le monde? Où est-ce que les forêts ont le plus reculé? Et où est-ce qu'elles ont le plus augmenté, on va dire, sur le dernier siècle? Et éventuellement, pour quelles raisons? Augmenter? Ça n'existe pas? Il va bien falloir bien chercher, hein. Non, parce que c'est très facile de dire on va planter des arbres. Mais moi, je sais comment ça se passe. Le jour où on plante, ça intéresse tout le monde. La télévision est là, on fait des films, etc. Et tout le monde dit c'est magnifique. Puis après, on s'en désintéresse totalement de ces jeunes arbres. Alors ils meurent, tout simplement, parce qu'ils ont besoin d'eau, pas très longtemps, pas toute leur vie, mais pendant 3-4 ans, il faut vraiment les alimenter en eau. Et ça, on le fait pas. Ça intéresse ni la presse, ni la télé. Et je suis assez sceptique sur les reforestations. J'en ai pas vu de bonnes. Nulle part dans le monde, vous n'avez vu de reforestation fructueuse? Si, dans les régions riches. Oui, ici, oui. En France notamment? Bon, enfin, des reforestations, des c'est exemples. Beaucoup dire. Ce qu'on appelle les landes de Gascogne, par exemple, c'est des forêts de pins qui ont été plantées et ça a poussé, voilà. Donc on peut faire après, on a fait du bois, on a fait de la résine, etc. Ici, on a les moyens de faire ça. Et il dit comment les glaciers, on a parlé du Venezuela, j'imagine que c'est à peu près pareil dans les tropiques. Mais comment est-ce que ça a évolué les glaciers dans le monde, si je puis le dire, sur les 50-100 dernières années, et où est-ce que l'évolution est la plus marquée, dans un sens comme dans l'autre, hein? Ouais, alors les glaciers, bon, vous connaissez, hein, c'est pas très compliqué un glacier, hein, c'est la neige qui s'est accumulée sur des décennies, sur des siècles, et cette neige petit à petit, elle devient de plus en plus compacte et elle se transforme en glace. Donc un glacier,
il y a 2 ingrédients qui vont l'influencer, ça va être les températures et les précipitations. C'est pour ça qu'on dit que les glaciers, c'est des super baromètres du climat. Ils rendent l'invisible visible. Voilà, le CO2 qui augmente dans l'atmosphère, tu le vois pas. Un glacier qui se raccourcit, tout le monde comprend que le climat est en train d'évoluer. Et ces glaciers, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Là, depuis 50, 100 ans, c'est vrai que un petit peu partout dans le monde, hein, c'est difficile de trouver des exceptions, mais les glaciers réagissent très très vite au changement climatique. C'est vraiment accéléré ces 20 dernières années. Ça s'est encore plus accéléré, j'ai l'impression, ces 2-3 dernières années. Alors on voit que tous les glaciers ne réagissent pas de la même façon. Tout comme il y a différentes espèces d'arbres, il y a différentes espèces de glaciers. Il y a des glaciers de différentes tailles. Il y a des glaciers qui descendent jusqu'au niveau de la mer. Il y a des glaciers qui sont très hauts en altitude. Il y a des glaciers qui sont très lents, un petit peu paresseux. Il y a des glaciers qui sont très très rapides. Donc ils réagissent pas du tout tous de la même façon. Mais si on regarde vraiment 99,9% des glaciers sur Terre, oui, aujourd'hui ils subissent de plein fouet le changement climatique. Et quand je parle de glaciers, je parle vraiment de ces glaciers de montagne, donc les Alpes, l'Himalaya, les Andes, etc. Et ces glaciers aujourd'hui, ils fondent considérablement. On est vraiment en train de réfléchir à ce qui risque de rester, en fait, dans les prochaines décennies. Par exemple, les glaciers tropicaux, c'est vite vu, hein. Si on ne réagit pas, d'ici la fin du siècle, on va perdre 90% des glaciers tropicaux. Si on regarde, si on réagit le plus vite possible, on peut encore en garder à peu près, on peut encore en sauver à peu près 60%, ce qui est quand même pas mal. Donc il y a une énorme différence. Pardon, Francis? Alors les glaciers, il n'y a pas 10 000 solutions, hein. On peut pas les replanter, quoique il y en a qui tentent le coup, je pense. Dans la meilleure solution pour les glaciers, bah c'est, on en a parlé pendant l'introduction, c'est de décarboner, hein. Un glacier, c'est pas compliqué, hein. Il s'en fiche de l'économie, il s'en fiche de la géopolitique. Tout ce qui l'intéresse, c'est les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà, donc les glaciers, aujourd'hui, on est en train de faire un peu le calcul de ce qu'on va pouvoir sauver. Et par exemple, chez nous, dans notre beau pays, bah, il est certainement trop tard pour les glaciers des Pyrénées, mais on peut encore vraiment faire la différence pour les glaciers des Alpes. Et ces glaciers, à quoi ça sert, hein? Pourquoi c'est important, ces glaciers? Parce que c'est parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Alors la végétation est cruciale dans le cycle de l'eau, mais les glaciers, bah ouais, c'est une sorte de frigo d'eau qu'on a dans les montagnes. Et pendant l'été, lorsque les glaciers fondent, ils nous donnent encore énormément d'eau. Et c'est de l'eau qu'on va utiliser pour produire de l'énergie, pour irriguer les cultures. C'est de l'eau qu'on va utiliser pour maintenir le débit des fleuves, qui est très très contrôlé aujourd'hui en Europe. Pour s'abreuver aussi du reste. Pardon? Pour s'abreuver aussi du reste. Pour s'abreuver, c'est de l'eau douce. C'est, regardez, imaginez l'Himalaya, quoi. L'Himalaya, il y a plus de 1,3 milliard de personnes dans l'Himalaya qui utilisent l'eau des glaciers entre les saisons de mousson. Donc ces glaciers, voilà, ils réagissent très vite. Et comme l'a très bien dit Francis au début de son intervention, là où les glaciers vraiment réagissent le plus, c'est vraiment la haute altitude et la haute latitude. Donc c'est-à-dire, voilà, haut dans les montagnes et dans les régions polaires. Et là, vraiment, les régions polaires, je pense que si les glaciers pouvaient parler, ils seraient en train d'hurler, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a des données chiffrées sur les seuils de bascule, éventuellement 1 degré, 2 degrés, 3 degrés? Est-ce que cela impliquerait en termes de disparition des glaciers? Ah ouais, alors ça c'est vraiment un point super important et merci Nelson de le soulever. En fait, on se rend compte, et je serais curieuse que tu poses la même question à Francis, j'en profite pour faire passer mes questions, parce qu'en fait on se rend compte que quand on regarde la cryosphère, donc toutes ces régions de neige et de glace sur Terre, donc les glaciers, les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, le permafrost, la banquise et tout, on se rend compte qu'en fait ils réagissent pas de façon linéaire au changement climatique. En gros, c'est pas plus il fait chaud, plus ça fond. C'est pas si simple que ça. On est en train de se rendre compte, notamment pour les calottes polaires. Calottes polaires, donc on en a 2, hein, le Groenland au nord, l'Antarctique au sud, que si on franchit 1,5 degré, voire 2 degrés si on a un petit peu de chance, que ces calottes polaires risquent de commencer à s'effondrer. Donc le Groenland tout entier, l'Antarctique de l'Ouest, de façon irréversible. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce que bon, soyons très réalistes ce soir, hein. On a gagné 1,3 degrés. Les 1,5 degrés, on est en train d'y courir avec de l'élan, hein. Et donc, il semblerait, pour le Groenland, que si on franchit 1,5 degré, que c'est un peu comme si on ferait tomber le premier domino, en quelque sorte. Et qu'ensuite, cette chaîne de dominos qui s'effondre, on ne pourra plus l'arrêter. Le Groenland, il contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres, quand même. Donc, ça veut pas dire qu'on va se choper les 6 à 7 mètres du jour au lendemain, hein, quand on franchit les 1,5 degrés. Mais ça veut dire qu'on va se les prendre. Après, c'est juste une question de temps. Est-ce que c'est quelques siècles ou pas? C'est vraiment nous qui allons pouvoir jouer sur cette échelle de temps. Ensuite, pour l'Antarctique de l'Ouest, il semblerait qu'aussi ce soit 1,5 degré. L'Antarctique de l'Ouest, il contient assez de glace
pour augmenter le niveau des océans entre 4 et 6 mètres. Donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh ou d'aller aux Pays-Bas hein, pour parler de la montée des eaux. Non, c'est la côte aquitaine, c'est le nord de la France, c'est la Camargue, exactement Arles, l'aéroport de Nice, voilà. On parle vraiment d'infrastructures clés, on parle d'écosystèmes clés, de terres agricoles clés. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment dans les glaces qu'on trouve les premiers points de bascule du climat. Et il semblerait que dans ces glaces, les premiers points de bascule sont autour de 1,5 degré. Donc soyons très réalistes, on va sûrement en franchir une bonne petite plâtrée de ces points de bascule. Ça veut dire qu'il faut rien lâcher sur la décarbonation, il faut vraiment rien lâcher à ce niveau-là. Mais ça veut dire que très clairement, nos capacités d'adaptation vont être poussées à leurs limites, quoi. Et qu'on aura besoin, comme jamais, de puits de carbone. Ça, j'insiste là-dessus. On pense qu'il y a des machines qui vont pouvoir remplacer nos puits de carbone, alors on en parlera. Mais on a vraiment besoin d'écosystèmes en bonne santé pour essayer de nous aider dans cet effort de décarboner, quoi. Je m'arrête. Francis, quid de la situation des forêts face à un climat qui se réchauffe avec les effets de seuil? Ça m'intéresse de faire le lien entre les deux problèmes. Absolument. La fonte des glaces, ok. La déforestation, ok, mais les deux sont liés. Un point très important et qui échappe souvent, c'est que les forêts attirent la pluie. Ça, c'est bien connu. Lorsque l'homme est arrivé sur le continent européen, il y avait des forêts primaires depuis la Bretagne jusqu'à Moscou et même au-delà. Les forêts primaires, et c'était tellement humide que les premiers essais les premières déforestations, c'était pour assainir le climat. Les moines défricheurs... Assainir. Assainir, c'est-à-dire assécher. Il pleuvait beaucoup trop. Voilà. Alors, bon, on est allé trop loin dans cette direction-là. Faut pas oublier tout de même que une grande quantité d'arbres, côte à côte, ça fait tomber la pluie. C'est le mécanisme, ça fait pas très longtemps qu'on le connaît. Des arbres, quand il manque d'eau, ils envoient dans l'atmosphère des VOC, c'est-à-dire des molécules volatiles, on pourrait appeler ça des parfums. Et ces molécules servent de germes autour desquels s'agglomèrent les molécules d'eau jusqu'à ce que ça fasse une goutte. Ça peut être de la poussière. Ici, c'est des particules de poussière. Au-dessus des océans, il n'y a pas de poussière et il pleut assez peu. C'est curieux. C'est souvent, dans nos régions ici, c'est souvent des grains de pollen, parce que le pollen est amené par le vent. Dans les forêts tropicales, il n'y a pas ça parce que les pollens sont amenés par les animaux. Donc ça marche pas. Par contre, il y a des arbres qui émettent des bactéries qui servent de germes pour les gouttes de pluie. Attention, c'est très important. Le dessèchement, c'est étroitement lié à la disparition des forêts. Et qu'en est-il typiquement des forêts en France? On voit dans les projections, notamment réalisées par Météo France, qu'à 2 ou 3 degrés, il y a quasiment plus de hêtres en France. Comment ça, spécifiquement, ça s'explique? Le hêtre, effectivement, il est très, très limite. Maintenant, il y a quelques forêts de hêtres dans le Midi. Là, je pense notamment à la Sonnebaume à Marseille et puis à la Massane dans les Pyrénées-Orientales. Mais c'est vraiment la fin pour le hêtre. C'est un arbre qui a besoin de beaucoup moins de chaleur et beaucoup plus de froid. Alors, il va pas disparaître, mais on va le retrouver beaucoup plus au nord. Et pour ce qui est de la prolifération, notamment des ravageurs, en lien avec un climat trop doux, entre guillemets, et l'impact que ça peut avoir sur différentes espèces végétales, comment est-ce que vous pouvez le caractériser en lien avec un climat qui se réchauffe et éventuellement s'il y a des seuils qui empireraient le problème? Ça me fait marrer de voir à quel point l'homme se donne du mal pour cacher sa propre responsabilité. Les épicéas, par exemple, on sait qu'ils sont très malades. C'est vrai que si on va dans le nord-est de la France, il y a des grandes parcelles d'épicéas qui sont morts. On dit c'est le changement climatique. Non, c'est nous. On met pas de l'épicéa à basse altitude. C'est un arbre de montagne. Alors on le plante à basse altitude. Il fait un peu plus chaud. Donc il pousse très vite au début. Et on se dit, c'est magnifique, on a gagné. Mais l'arbre, il n'est pas dans son écologie normale. Et donc il souffre après et il est attaqué par les scolites. Et voilà pourquoi il meurt. On est très souvent en phase de mauvaise reforestation
qui se traduisent par des disparitions des arbres. Très bien. Et Heidi, vous avez évoqué il y a quelques instants un certain nombre de services qu'on peut qualifier de services écosystémiques rendus par les glaciers. Est-ce que vous pouvez faire la synthèse de tous ces services dans les pays tropicaux, d'une part, j'imagine c'est peut-être les mêmes aussi dans les pays tempérés, mais voir s'il y a des distinctions entre les deux. Ah ouais, c'est une super question. Ouais, à quoi ça sert ces glaciers? À quoi ils nous servent? Alors, dans les régions tropicales, il y a vraiment quelque chose qui est pas négligeable. C'est l'importance culturelle, l'importance patrimoniale de ces glaciers. Ça, c'est quelque chose qu'on a très certainement perdu. Moi, je suis haute-savoyarde. J'ai pas l'impression qu'on vénère les glaciers comme on les vénère en Colombie, en Tanzanie ou en Papouasie. Dans ces régions-là, les glaciers sont vraiment considérés comme soit le cerveau de la nature, quand même, intelligence des glaciers, soit le nid des divinités. Parce qu'ils ont bien compris que s'il y a de l'eau qui vient des glaciers, bah, ça permet ensuite d'abreuver, voilà, tout un tas d'écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment très important dans les régions tropicales, ouais. Et malheureusement, on voit qu'avec la disparition des glaciers, il y a vraiment la disparition d'une partie de l'identité en fait de ces communautés-là, d'une partie de leurs traditions qu'ils peuvent plus faire. Il y a notamment en Bolivie des pèlerinages où avant le pèlerinage, il consistait à aller chercher des blocs de glace du glacier pour le ramener dans le village et c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire, c'était l'eau la plus pure. Et aujourd'hui, les glaciers ils sont tellement en mauvais état qu'ils peuvent plus le faire. Mais sinon, ces glaciers, l'écosystème, le service écosystémique principal, c'est l'eau qui va nous donner, mais aussi le microclimat qui va générer. C'est vrai que dans les régions tropicales, le froid, l'effet congélo un petit peu de ces glaciers, ça permet de garder les maladies un petit peu plus bas en altitude finalement. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Dans nos régions, chez nous, les glaciers, je sais pas si on peut parler de service écosystémique, mais il y a un vrai intérêt touristique. Évidemment qu'il est lié à ces glaciers. On parlait de la production d'énergie, on parlait de l'agriculture, on parlait du fait que ça amène de l'eau que l'on peut boire, de l'eau pour tout ce qui est sanitaire aussi, ça c'est très important. Et aussi, ces glaciers-là, ils sont importants pour le système climatique parce qu'ils sont blancs, quoi. C'est un peu comme de la neige, un peu comme un couvercle blanc posé sur nos montagnes, posé sur nos terres. Cette couleur blanche, elle renvoie le rayonnement solaire dans l'espace. Et ça permet de garder ces écosystèmes relativement froids. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, si on dézoome encore plus et qu'on regarde ce qui se passe dans les régions polaires, donc là, on a des glaciers géants, ces fameuses calottes polaires qui, elles ont un impact majeur sur le niveau des océans, mais aussi sur la circulation océanique. Ça, c'est vachement important. En fait, on se rend compte que plus les régions polaires sont froides, et plus, et là je vais parler d'un autre type de glace, plus il y a de la banquise dans les régions polaires, vous savez, cette glace qui est posée sur les océans glaciaux, j'allais dire, l'océan glacial arctique, l'océan austral, la circulation océanique, pour qu'elle pulse, ce qu'elle aime bien, c'est qu'il y ait des écarts de température sur Terre et des écarts de salinité. L'écart de température, c'est pas compliqué, il fait encore très froid en Arctique et très froid en Antarctique, mais l'écart de salinité, il est vachement influencé par la banquise, en fait. La banquise, quand elle grandit en hiver, elle recrache du sel. Elle aime pas le sel, comme ça crache du sel dans l'eau. Et donc, ça rend l'eau plus lourde, ça rend l'eau plus dense, ça va forcer l'eau à plonger au fond des océans. Et donc, ce mouvement d'eau chaude de surface qui va arriver dans l'Arctique, qui va se refroidir et qui va retrouver plein de sel, ça va être vraiment une des pompes de la circulation océanique. Donc ça, quand on parle de service écosystémique, c'est énorme, parce qu'en France, on est très content d'avoir notre petit Gulf Stream qui nous amène des températures plutôt sympas, qui nous permettent d'avoir l'agriculture qu'on connaît. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces régions polaires, c'est les régions qui se réchauffent le plus vite sur Terre. Donc ça, c'est pas glop. Mais aussi, cette banquise, on est en train de l'exterminer, quoi. Aujourd'hui, plus on brûle d'énergie fossile, plus cette banquise, elle disparaît. Et donc, le souci, c'est qu'on a ces écarts de température qui s'amenuisent et on a un vrai problème de salinité dans ces régions polaires. Et en plus, par-dessus ça, il faut rajouter malheureusement le Groenland et l'Antarctique qui balancent des milliards de tonnes d'eau douce dans ces eaux où on a des écarts de salinité d'habitude. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, là, l'éventail de services écosystémiques que je vous peins, c'est notre quotidien, en fait, qui est lié à ces glaces. Que ce soit pour l'eau qu'on utilise, pour l'énergie qu'on va utiliser, pour l'agriculture qui dépend de ces eaux, pour la stabilité de notre climat. Ouais, c'est important, les glaciers, quoi. Donc, même s'ils sont à 4000 km de nous, aujourd'hui, on en a encore clairement besoin. Et je rejoins complètement Francis là-dessus.
je crois qu'on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris l'homme, à quel point ces glaces, elles sont importantes, et à quel point, bah voilà, si on veut continuer à manger, si on veut continuer à avoir un climat relativement stable, il faut qu'on les garde, ces glaces, le plus longtemps possible. Francis? Tu as raison de dire que les glaciers nous donnent de l'eau. Il faut pas oublier que d'où vient cette eau, c'est les forêts qui les font tomber. Mais complètement. Oui. Donc tu gagnes là, Francis. Je te laisse. Il y a pas de problème. Totalement liés. Hein. C'est très important. Est-ce que vous pouvez aussi faire un panorama des services écosystémiques rendus par les forêts, notamment au sein des communautés pauvres dont vous parliez au niveau des tropiques et plutôt au sein des communautés des moyennes latitudes? Eh bien, il y a des gens qui habitent en forêt primaire, j'en rencontre régulièrement. En France, rencontrez régulièrement où? Non. Il n'y a pas de forêt primaire en France, donc on risque pas de rencontrer des habitants là-dedans. Non, je parle encore des tropiques. Ils sont extrêmement respectueux avec leur forêt, ils vivent très bien, ils ont très peu de temps dans la journée pour se procurer à manger, parce qu'il y a plein de choses à manger là-dedans. Le problème pour eux, c'est que les forêts primaires disparaissent, voilà. Et du coup, ils peuvent plus y vivre. La nourriture, c'est beaucoup moins abondant. Alors, une forêt primaire, c'est d'abord beaucoup de pluie. Et ensuite, un sol extrêmement riche. Le maximum de fertilité d'un sol, on le trouve toujours sous les forêts primaires. Ajoutons à ça que la biodiversité, elle augmente à mesure qu'on s'approche de l'état primaire et elle est maximum dans les forêts primaires. Voilà. Et quid des forêts secondaires en termes de services écosystémiques? Elles ne servent pas à rien. Non, il y a encore du bois, mais attendez, j'ai en tête la phrase d'un collègue américain, qui est forestier dans le Colorado, James Ballog. Il dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. » J'espère que c'est clair. Non, alors attendez, il exagère un peu comme souvent les Yankees. Hein. Mais, un tout petit peu. Non, mais attendez, il y a du vrai là-dedans. Parce qu'une forêt secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est une forêt dont on a retiré les plus beaux arbres. Ils ont été coupés depuis longtemps pour faire du bois. Et les animaux, eh bien, il n'y a plus les gros animaux. Tous ceux qui pouvaient servir de gibier, ils ont été détruits. Donc, il y a une ressemblance avec un égout. C'est ce que nous ne voulons plus. Très bien. Et justement, les forêts primaires, elles disparaissent au profit quelque part d'activités économiques qui sont menées par donc des forêts secondaires. Typiquement. Sauf si elles disparaissent complètement, ça peut arriver aussi. Exactement. Et comment en fait réussir à concilier, si tant est que ce soit possible, les activités économiques et la préservation des systèmes forestiers? Eh ben, nous, on a besoin de bois. Je suis le premier. Enfin, tout est en bois ici. Donc c'est normal et on n'est pas prêt de s'arrêter d'utiliser des bois. Il faut faire des plantations d'arbres. D'ailleurs, il y en a maintenant de plus en plus. On nous dit la forêt française va très bien, elle augmente. Je trouve ça dégueulasse parce qu'en fait, ce qui augmente, c'est les plantations, c'est pas les forêts. C'est quoi la différence? Ça n'a rien à voir. C'est presque l'opposé l'un de l'autre. La forêt, c'est une formation naturelle, spontanée, qui comprend flore et faune. Une plantation, c'est très peu d'espèces, généralement c'est une seule espèce d'ailleurs, souvent exotique, et plantée à milliers d'exemplaires. Il n'y a pas de biodiversité, et en plus tout ça, c'est prévu dès le départ que ça va être abattu et coupé et remplacé par une nouvelle population d'arbres utiles. Non, ça n'a rien à voir avec une forêt. D'ailleurs, quand on se balade dans une forêt même une forêt secondaire, il y a quelque chose de magnifique et de merveilleux qu'on ne trouve absolument pas dans les plantations de sapins de Douglas, par exemple. Ça, c'est vraiment très monotone. Il n'y a pas d'oiseaux. Qu'est-ce que des oiseaux viennent à faire là-dedans? Voilà. Alors, il y a très peu de biodiversité. Et le sol, comme on sort les bois, on appauvrit le sol, parce que tout ce que l'arbre avait réussi à capitaliser pendant sa vie, ça ne retourne pas au sol puisqu'on l'emmène. Dans les forêts primaires, un arbre qui tombe, on le laisse pourrir au sol. J'ai une question un peu candide. Pourquoi, dans les plantations d'arbres, comme vous dites,
on ne fait pas une sorte de variété d'espèces comme on peut faire en agriculture avec... Ça vient, effectivement. Il y a eu tellement de critiques contre cette monoculture monospécifique, et puis ça se traduit forcément par des coupes à blanc, puisque comme ils sont plantés en même temps, c'est l'âge de les abattre tous en même temps, donc ça fait des coupes à blanc que les gens supportent plus. Alors effectivement, il y a une tendance à mettre 2 ou 3 espèces. Mais 2 ou 3 espèces, c'est encore très loin de la vraie forêt. Et il dit comment on concilie les activités économiques sur les glaciers, notamment du ski, du sport d'hiver, mais pas que, le tourisme aussi, il y en a probablement d'autres. Comment on concilie ça avec l'urgence écologique actuelle de ces écosystèmes? Ouais, Si tant est que ce soit possible. Non, alors c'est clair qu'il y a plein d'activités économiques associées au glacier, juste par l'hydroélectricité par exemple. Que je vais vous donner un exemple tout simple, hein. Le Rhône, qui est quand même le premier fleuve français en termes de débit. Purée, la quantité d'activités agricoles et industrielles associées à ce fleuve. Et il vient d'où, le Rhône? Il vient du glacier du Rhône. Il vient de la Suisse. Il n'est pas que approvisionné par les glaciers, bien sûr, mais il dépend en grande partie des glaciers. Et il avait été calculé en 2003, il y avait une canicule folle en France. Il avait été calculé, alors c'est anecdotique, mais ça montre l'importance de ces glaciers, qu'en 2003, pendant la canicule, 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers, quoi. Donc, vous imaginez toutes les activités industrielles. Alors, je suis sûr que vous en avez plein en tête, mais n'oublions pas qu'il y a des centrales nucléaires aussi, qui sont très contentes que le niveau du Rhône soit maintenu pendant l'été pour continuer à fonctionner. Aujourd'hui, en Suisse, ils ont jamais eu autant d'eau pour leurs barrages, parce que les glaciers fondent tellement que là, on n'a pas encore atteint ce qu'on appelle le pic eau, le peak water des glaciers. Donc là, les barrages sont blindés là en ce moment. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors, jusqu'à un certain point, en fait. Là, les glaciers, malheureusement, ils vont fondre tellement vite qu'on risque d'atteindre un moment où il y a de moins en moins d'eau qui va venir des glaciers. Donc là, oui, les activités économiques, petit à petit, vont se faire impacter par la disparition de ces glaciers. Le tourisme du ski, les sports d'hiver sont déjà impactés, hein. On sait qu'en France, ça devient de plus en plus difficile de continuer à faire du ski l'été, tellement que les glaciers sont dans un état dégueulasse. Plusieurs épreuves des championnats du monde chaque année souvent sont annulées pour ces différentes raisons aussi. Ah bah oui, et puis là, parlons-en. Attends, je fais un petit aparté ski là, parce que ça me fait plaisir. Je suis désolée, hein, quand on met des bulldozers pour tailler des pistes de ski dans les glaciers en 2024, en France, en Suisse et en Autriche. Pour quelle raison? Parce que c'est plus facile de damer une piste de ski qui est bien nickel, quoi, bien haut niveau et tout. Non, quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ce genre d'activité sur les glaciers. Raboter les glaciers pour les épreuves de sport d'hiver, c'est fini, quoi. Là, on a bien vu comment le public a réagi à ça ces derniers mois. Aujourd'hui, oui, bien sûr, on sait que l'économie domine beaucoup de choses, mais quand on aura plus d'eau pendant l'été, je pense qu'on aura compris l'importance de ces glaciers. Oui, donne-nous ton avis sur les neiges artificielles. Oh là 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 là. Mais heureusement attention, que c'est filmé. Je suis à Montpellier et je suis pas à Annecy parce que là, je crois que je suis déjà blacklistée dans ma région par rapport à ça. Non, alors franchement, oui, bien sûr, nous, tu sais, Francis, nous, toute l'économie de notre région, elle dépend pratiquement des sports d'hiver. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de skier sur notre eau potable. Je pense que ce serait peut-être pas mal. Non, mais j'exagère un peu. Alors le truc, c'est qu'ils font, en ce moment, ils essaient de trouver des solutions. Et comme ça a été mis en place pour certaines filières agricoles, on a des bassines dans nos montagnes maintenant. Donc ils appellent ça des retenues collinaires. Voilà. Donc on a des retenues collinaires dans les montagnes pour les sports d'hiver. Mais évidemment, alors ça, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. Nous, on est conscient que si tu récoltes l'eau de la pluie, l'eau de la fonte des neiges, ou carrément tu pompes l'eau des aquifères pour le ski, tu privatises en quelque sorte cette ressource en eau qui est censée aller vers d'autres écosystèmes. Et pour donner l'exemple, alors l'exemple qui est, heureusement que je suis pas dans ma région, mais je vous en parle parce que c'est à La Clusaz, c'est une région où j'ai grandi, là où j'ai appris à skier, et j'adore les montagnes de La Clusaz, j'adore la neige de La Clusaz. Mais à La Clusaz, voilà, ils réfléchissent à faire une 5e retenue collinaire. Et cette retenue collinaire, elle serait construite à côté d'une zone humide. Et en fait, de faire cette retenue collinaire, ça risque de bloquer l'accès en eau de la zone humide. Et en fait, aujourd'hui, on est tout à fait capable de calculer l'intérêt économique d'une retenue collinaire. Ça va être les forfaits, ça va être les nuitées, les locations de ski, etc., etc. Alors qu'on est très mauvais, je trouve, quoi, c'est mon avis perso, hein, à calculer l'intérêt d'une zone humide. Alors qu'une zone humide, c'est un des meilleurs puits de carbone que l'on a sur Terre. C'est là où on a de la biodiversité qui explose dans nos montagnes. Et je pense que si la Clusaz calculait
ben son empreinte carbone, elle serait très contente d'avoir cette zone humide, quoi, qui est un puits de carbone absolument extraordinaire. Donc là, tout le monde se déchire dans ma région sur cette retenue collinaire. Pour l'instant, elle n'est pas faite. Mais aujourd'hui, voilà, si on veut, je pense la meilleure chance que l'on peut donner à nos montagnes, ben, c'est vraiment de lutter contre le changement climatique. C'est de lutter pour avoir des écosystèmes en bonne santé. C'est pour lutter pour une meilleure gestion de l'eau naturelle. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, moi j'aime le ski, mais soyons très réalistes, notre quantité de neige, elle est en train de s'effondrer. Et ben, si on veut pouvoir profiter de ces montagnes, il va falloir en profiter autrement. Il va falloir travailler avec ces écosystèmes. Et je pense qu'on aime tous aller en montagne, pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'aller skier, quoi. Donc voilà, gros sujet. Mais aujourd'hui, franchement, si on veut encore avoir une économie solide dans les années à venir, bah, la meilleure défense pour notre économie, c'est de défendre avant tout nos écosystèmes, c'est de défendre nos glaciers, c'est de défendre nos ressources en eau, quoi. Donc ouais, on n'aura pas d'économie si on n'a plus de glaciers, si on n'a plus de forêt, ça c'est sûr. Assurément. Quelque chose à ajouter peut-être, Francis? Non, j'attends tes questions, Nelson. La question suivante, je vais vous amener sur un sujet qui a beaucoup fait parler l'année dernière, enfin beaucoup fait parler dans certains milieux. Un ancien président de la République française, je ne vais pas le nommer, a déclaré que les problèmes écologiques étaient majoritairement dus à l'explosion démographique. Alors, je ne vais pas tirer en long en large sur ce sujet, mais c'est clair quand même que la pression démographique sur les écosystèmes, elle est réelle. Et donc, même si on ne parle pas d'émissions de gaz à effet de serre, avec l'augmentation de la population mondiale qui est soutenue, il est prévu que d'ici à la fin du siècle, c'est des projections de l'ONU, ça vaut ce que ça vaut, mais elles existent quand même. La moitié de l'augmentation de la population mondiale viendra d'Afrique subsaharienne. Donc, pression supplémentaire sur les forêts d'Afrique subsaharienne. Et même en dehors d'Afrique subsaharienne, au global, la population mondiale augmente. Donc, il y aura des pressions sur ces écosystèmes-là. Comment est-ce qu'on s'organise pour préserver les forêts, typiquement dans un monde où il y a de plus en plus de bipèdes que nous sommes? C'est curieux de voir un politicien rouspéter contre l'abondance des gens sur Terre, parce que l'explosion démographique, ça les préoccupe pas du tout, apparemment. Aucun ne parle de ça. C'est très important. On peut pas augmenter indéfiniment la population humaine sur Terre. Il va falloir trouver des solutions. Pour ça, il faut les chercher. Mais je connais pas de politicien qui cherche ça réellement. Ça m'a peut-être échappé, mais... Et comment on fait pour préserver une forêt quand la communauté autochtone, j'ai envie de dire, triple de volume en 50 ans? Eh bien, il faut des plantations pour nourrir ces gens dans leurs besoins parfaitement légitimes en bois, en charbon, etc. Non, la solution, on la connaît. Quelle est-elle? Eh bien, de planter des arbres pour une espèce d'agriculture à base d'arbres. Si on a besoin de bois, ben, il faut planter des arbres pour avoir du bois. Il faut cesser d'aller chercher le bois dans des systèmes naturels comme une véritable forêt. Mais le problème, c'est que la vitesse d'utilisation de ces ressources est quelque part beaucoup plus rapide que la vitesse de régénération de la ressource en elle-même. Un arbre, quand on le plante, c'est pas du maïs, quoi. Oh, attends, il y a des arbres qui poussent extrêmement vite. Hein, je vais te surprendre. Tu connais le maximum de vitesse de croissance d'un arbre? Pas du tout. Le bois pourvu d'Amazonie, tu mets une graine et en 1 an, 9 mètres. Non, on peut pas dire que c'est si lent. Mais, question candide, une fois de plus, pourquoi on ne fait pas que ça? J'ai envie de dire, il y a bien une raison. Pourquoi on ne fait pas que ça? Pourquoi on ne fait pas que de la culture de cette espèce de bois-là pour tous les besoins en bois, pour faire cet amphithéâtre, les chaises, le parquet, et j'en passe? Je suis très pessimiste sur le milieu politique, je dois te dire. À mon avis, le progrès, il viendra de nous. Il viendra des associations, de la société civile. Parce que nous, on peut se permettre d'avoir des idées sur le long terme, tandis qu'eux, ils raisonnent à 5 ans. À l'échelle de leur mandat. Voilà. Et il dit comment on fait avec beaucoup plus de Savoyards, beaucoup plus de Suisses, même si c'est pas réellement la tendance, mais en moyenne mondiale, c'est quand même ça, c'est vers ça qu'on se dirige. Non, mais c'est sûr que si on vit tous comme nous, voilà, ça va créer un problème. Ça, c'est clair. Si on mange tous comme nous, si on regarde la moyenne française, on n'y arrivera pas. Si on roule tous avec des Tesla de 2 tonnes, évidemment, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, on le sait, on crie à la sobriété, on crie à faire beaucoup plus attention au fait
qu'on est sur une planète avec des ressources finies. Et parfois, j'entends, alors je sais pas si vous l'avez entendu, au réarmement démographique. Je rigole, non, parce que tu l'as pas mentionné, mais je crois qu'il fallait le dire. On a enregistré. Mais c'est sûr, non, c'est sûr que voilà, on parle d'écosystème. Nous, les glaciers, voilà, c'est très difficile de refaire grossir un glacier une fois qu'il a disparu. Ça, c'est clair. On peut pas replanter des glaciers, ça pousse pas comme ça. Ça met énormément de temps. Et on sait que la meilleure chance qu'on a pour aider les glaciers, bah, c'est de partir d'un glacier qui est déjà existant, de décarboner et de tout faire pour que ce glacier reste le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, voilà, on le sait, hein, si on vit tous comme des Français, pour pas dire des Américains ou des Chinois, on n'y arrivera pas. Je parle des Chinois les plus riches, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, oui, c'est un sujet évidemment absolument crucial. Donc c'est aussi à nous qui avons, je pense que c'était très très juste ce que tu as dit Francis tout à l'heure, nous qui avons les moyens en fait. Nous qui avons les moyens de pouvoir changer nos habitudes, de pouvoir changer les vêtements qu'on achète, la bouffe que l'on mange. C'est vraiment à nous d'essayer de faire la trace quoi, et de montrer l'exemple. Dans le propos, là, à l'instant, il était question quelque part d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. J'aimerais savoir si c'est possible d'adapter des glaciers au changement climatique. Comment est-ce qu'on met une politique d'adaptation des glaciers au changement climatique? Ouais, alors là, ils s'adaptent pas du tout. Hein. Oh là là, non. Alors là, franchement, malheureusement, on a beau leur dire, hein. Essaye de changer ton point de fusion. Non, non. Alors, en fait, voilà ce qu'on essaie d'expliquer aux politiques, mais on a du mal. Quand ça rentre par une oreille, je pense que ça sort très vite par l'autre. Non, en fait, il y a des choses qui sont pas négociables sur Terre. Il y a des réalités physiques, voilà, avec lesquelles on peut pas dire. Je te dis pas le nombre de politiques qui nous disent oh là là, mais dans la situation économique actuelle, vous avez bien vu la situation géopolitique, c'est très compliqué, il y a beaucoup de tensions. Non, non, les glaciers, ils s'en fichent. Franchement, un glacier, voilà, la glace, tu passes à 0 degré, ça fond. Et donc ces réalités physiques-là, ben, c'est non négociable aujourd'hui. Donc un glacier, non, un glacier ne s'adapte pas au changement climatique. Au contraire, il est plus là à nous hurler dessus au fait que sans lui, c'est nous qui allons devoir nous adapter, fils à quoi. Francis, comment on adapte une forêt au changement climatique, si tant est qu'on puisse le faire? Elle s'adapte très très bien elle-même. Attends, il y a des forêts sur cette planète depuis le Dévonien, c'est-à-dire 250 millions d'années. Ça n'empêche pas que les sociétés actuelles prétendent que si on ne s'occupe pas de la forêt, si on ne l'exploite pas, elle va s'étouffer et mourir. Je trouve ça incroyable. C'est enseigné dans les écoles forestières. Et donc c'est faux. Lui foutre la paix. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas en fait. Pour beaucoup de gens, ne rien faire, c'est une démission, c'est un abandon. Mais la forêt, elle sait beaucoup mieux ce qu'elle a à faire que nous. Et nous, on est les derniers venus dans cette histoire. Et on est gonflés de se considérer comme responsables de la forêt. Ça, c'est c'est vrai pour tout type de forêt, j'imagine, mais pour les forêts de culture, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait pour les adapter éventuellement en France? Vous avez évoqué le fait que en France, il y a beaucoup de plantations d'arbres, et ça, j'imagine que c'est pas insensible au climat qui change. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que les plantations, j'aimerais en dire un mot. Ça s'appelle l'agroforesterie. Ici, en France, on cultive des herbes. Ça n'aurait échappé à personne. À part quelques fruitiers, les grandes cultures, c'est des herbes. Et ça, c'est dû au fait qu'on a été une colonie latine, romaine. Les Romains n'aimaient pas les forêts, donc ils cultivaient des herbes. On s'est aperçu que dans les tropiques, les gens, ils cultivent des arbres. Ça devient des agroforêts. Ça a une très grande rentabilité économique et c'est parfaitement aussi efficace sur le plan écologique qu'une forêt naturelle. C'est quelque chose de tout à fait étonnant, les agroforêts. Hein. Et je suis très heureux de dire que la réglementation européenne a admis l'importance de l'agroforesterie. Et si quelqu'un en France, mais peut-être dans d'autres pays d'Europe, je ne sais pas, en France, de cas, quelqu'un qui veut se lancer dans l'agroforesterie, il reçoit facilement de l'aide de l'Europe. Troisième question candide de la soirée, pourquoi tout le monde ne fait pas de l'agroforesterie? Tout le monde ne peut pas faire la même chose, Nelson. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir de la variabilité. Il y aurait horreur d'un pays où tout le monde ferait la même chose. Vu les vertus que vous venez de présenter de l'agroforesterie, c'est pas beaucoup de bien, c'est pas mal à la fin de la journée. Ça progresse dans la région, c'est ça qu'on peut dire.
Ça progresse en France. Ça progresse en Belgique aussi. Enfin, il y a beaucoup de pays qui ont compris ça. Et Des arbres. vous mentionnez une réglementation européenne qui facilite en tout cas la transition vers ce genre de pratiques durables. Oui. Est-ce qu'il existe d'autres initiatives dans le monde éventuellement qui vont, selon vous, dans le bon sens en matière de préservation de forêts? C'est curieux. Il y a un exemple qui m'intéresse beaucoup en Afrique. J'ai longtemps vécu en Afrique. Je connais bien ce continent-là. Les forêts sacrées. Ça a l'air idiot, mais on dit, cette forêt-là, elle est sacrée. Elle est la demeure d'une divinité, je ne sais pas laquelle. En tout cas, c'est parfaitement respecté. Et il y a beaucoup de pays d'Afrique où les seules forêts qui restent, ce sont les forêts sacrées. Est-ce que c'est une solution, comme tu demandes? Est-ce qu'on peut sacraliser les forêts en dehors de l'Afrique? En tout cas, les ancêtres africains, ça les gênait pas du tout. Et ça a fort bien marché. Ça marche toujours, d'ailleurs. Et en dehors de l'Afrique, typiquement en Amazonie ou en Asie du Sud-Est, il n'y a pas d'initiative pertinente pour préserver? Alors, si, il y a des choses plus récentes. Il y a des parcs nationaux. Et en Malaisie, par exemple, ça donne des très bons résultats et c'est les seules forêts naturelles qui restent pour le pays. Oui, c'est très important de sauvegarder des forêts. Les parcs nationaux, c'est une très bonne solution. Et il dit des initiatives du même style qui existent et qui marchent plus ou moins bien pour la préservation des glaciers. Ouais, alors là, je vais vous faire une tangente. Je vais d'abord vous dire ce qui est chouette et ensuite, je vous fais un aparté de masse sur la géo-ingénierie. Non, alors c'est vrai que... Alors, il y a pas de baguette magique pour les glaciers, hein, mais on se remarque que reforester comme il faut, ça peut vraiment avoir un impact. Donc, ils essaient de faire ça en Tanzanie, ils essaient de faire ça en Colombie. Mais de toute façon, pour les glaciers, voilà, il faut que la terre entière s'y mette, c'est la décarbonation. Il faut vraiment qu'on arrête de brûler autant d'énergie fossile. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Mais, là, en ce moment, je tiens à vous le dire qu'il y a une sorte de putsch, de croisade de la géo-ingénierie. On parlait d'intervention, peut-être pour sauver la forêt, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut intervenir sur le climat, sur les glaciers pour les sauver. Alors accrochez votre ceinture, ne rigolez pas trop parce qu'il y a vraiment des personnes qui travaillent là-dessus en ce moment. Mais par exemple, on pense que pour sauver notre climat, pour sauver nos glaciers aujourd'hui, on pourrait bloquer une partie du rayonnement solaire. Et alors les volcans font ça très bien, hein, naturellement, à petite échelle, c'est-à-dire qu'ils balancent des cendres dans la stratosphère. Ces cendres ensuite, elles se diffusent et naturellement, ça fait un peu écran et ça fait un peu masque et ça bloque le rayonnement solaire. Mais je pense que le rayonnement solaire, on en a encore un petit peu besoin aujourd'hui. C'est plutôt pas mal pour l'agriculture. Je pense que c'est pas mal pour les forêts, j'ai entendu dire, d'avoir du soleil. Mais vraiment, il y a des personnes qui sont dans les starting blocks, je rigole pas du tout aujourd'hui, qui sont prêtes à lancer des avions, des fusées pour bloquer le rayonnement solaire, pour refroidir l'Arctique, comme ils nous disent. Il y a quand même... Pour faire ça, hein. Bah, là, franchement, c'est la folie en ce moment. Il y a un bouquin qui est dingue là-dessus qui s'appelle Ministère pour le futur, Ministère du futur. Voilà, qui parle vraiment d'une canicule en Inde. Alors, c'est une œuvre de fiction. Il y a des millions de morts. Alors, malheureusement, en Inde, en ce moment, la situation est catastrophique et l'Inde décide d'appuyer sur un bouton et de bloquer le rayonnement solaire. Donc bon, on n'en est pas encore là, mais vraiment aujourd'hui, on voit que cette géo-ingénierie, elle fait un putsch médiatique, elle fait un putsch politique. Elle fait un putsch scientifique aussi, malheureusement, parce que c'est vraiment des initiatives qui sont ultra financées par les philanthropes. Et malheureusement, nous, les scientifiques, n'avons pas beaucoup de moyens. Et parfois, ça peut te permettre de faire de la modélisation, ça te permet de cartographier les glaciers en Antarctique. Si on s'associe un petit peu avec eux, voilà, ça nous permet de faire des travaux, mais c'est très dangereux. Et je tiens juste à te parler de quelques interventions directement sur les glaciers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur les glaciers? Alors voilà, mettre des bâches blanches, bon voilà, ça marche très bien. Mais je pense qu'il faut décider, voilà, est-ce qu'on veut avoir de l'eau potable ou pas? Donc ça, c'est une petite question à se poser. Il y a en ce moment des personnes qui pensent, alors ça, c'est plutôt pour le Groenland et l'Antarctique, qui pensent faire deux choses. La première, c'est d'installer des rideaux sous-marins autour du Groenland et autour de l'Antarctique. Alors pourquoi? Parce qu'on remarque que le Groenland et l'Antarctique fondent beaucoup parce qu'on a des incursions d'eau chaude profonde qui vont grignoter le Groenland et l'Antarctique par dessous. Et donc il y a des ingénieurs qui se sont dit, ok, donc il y a des eaux chaudes profondes. Pourquoi les ingénieurs? Alors je suis désolée, hein, mais c'est vraiment. Je suis ingénieur, je me sens. Je ne pointe pas du doigt, Nelson. Mais ce sont des ingénieurs qui voient peut-être le climat de façon pas très holistique, façon pas très systémique. Et donc, ils se sont dit, bah, c'est pas compliqué.
On va construire des murs et ces murs, ils vont bloquer les eaux chaudes profondes qui vont autour du Groenland et de l'Antarctique. Alors ensuite, ils ont réalisé qu'un mur, c'était compliqué. Donc là, maintenant, c'est plus un mur, c'est un rideau. Et c'est des rideaux, attendez, je parle de rideaux qui font des centaines de kilomètres de long, ok? Et de centaines de mètres de hauteur. Mais là, ils se posent la question en quelle matière les rideaux vont être faits. Et là, pour l'instant, il faut une matière souple, flexible. Donc, à part le plastique, je vois pas trop ce qu'ils pourraient utiliser. Et là, une autre solution qu'ils essaient de mettre en place, c'est un gros souci qu'on a au niveau des calottes polaires, c'est qu'on a beaucoup d'eau de fonte qui va rentrer dans les glaces, lubrifier les glaces par-dessous, les faire accélérer et les faire contribuer encore plus à l'élévation du niveau des mers. Et donc là, ces personnes-là se sont dit, c'est pas compliqué. On va enlever cette eau de fonte, on va drainer. Donc on va faire des trous et on va aspirer cette eau de fonte. Mais je rigole même pas, il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus. Hein. Et aujourd'hui, faire un trou au Groenland ou en Antarctique, c'est quand même du boulot, c'est du taf. Il y a peut-être une équipe en ce moment au Groenland, une équipe en Antarctique, et eux, ils veulent couvrir l'Antarctique et le Groenland de trous pour se débarrasser de cette eau de fonte et ralentir les glaces. Bref, je vais arrêter sur mon putsch, moi de mon côté anti-géo-ingénierie. Non, mais juste pour vous dire que la géo-ingénierie est en train d'arriver et de dominer le débat par rapport à la décarbonation, parce que quand on est un gouvernement, quand on est une entreprise, c'est très sexy d'appuyer sur un bouton et d'avoir l'impression de sauver la planète. Mais malheureusement, le climat, la planète, ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas juste une machine où tu changes une pièce et tout va bien. En fait, tout est connecté. Et aujourd'hui, faire des rideaux, drainer les glaciers ou bloquer le rayonnement solaire, on sait très bien, déjà que c'est certainement pas du tout réaliste, mais surtout que ça risque de créer des conséquences négatives, mais stratosphérique, quoi. Qui apparaissent longtemps après. Voilà, qui apparaissent longtemps après. Trop tard, et les coupables, ils ont disparu dans la nature. Largement, exactement. C'est toujours comme ça. Le chercheur a en moi une question. Pourquoi est-ce que ce serait pas souhaitable pour les chercheurs justement de se lancer dans la géo-ingénierie, non pas pour encourager, mais pour réussir à documenter les conséquences de long terme qui ne sont pas explorées et qui ne sont pas du tout la priorité, je pense, des personnes qui financent ces projets. Il faut bien qu'il y ait des gens qui explorent ces conséquences à long terme. Francis? J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai appris que Elon Musk, il cherchait une énorme machine qui pourrait capter le gaz carbonique. J'ai pas beaucoup de rapports avec Elon Musk, on n'a pas l'habitude de s'écrire. Mais là, je lui ai envoyé une lettre pour lui dire que la meilleure machine, c'était des arbres. Il vous a répondu? Pas besoin de les brancher. Non. Ah, dommage. Eddy? Ouais, alors, non, ta question, elle est super importante. Parce que là, vraiment, je vais te parler de ma petite communauté de glaciologues. Notre communauté, elle est vraiment en train de se déchirer sur ce sujet de la géo-ingénierie. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes nous disent, mais en fait, il faut des études qui prouvent qu'installer un rideau de 400 km de long autour de l'Antarctique, ça coûterait trop cher, c'est pas possible, c'est pas faisable, ça risque de bloquer des échanges de nutriments, des échanges chimiques, des échanges d'oxygène dans ces océans avec des conséquences catastrophiques. Mais en fait, moi, la question qui me turlupine, c'est est-ce qu'on a envie, et j'ai pas la réponse, est-ce qu'on a envie de mettre 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, 30 millions d'euros et passer 5 ans à étudier les conséquences peut-être positives, mais négatives de ces rideaux sous-marins? Parce qu'en fait, les personnes aujourd'hui qui peuvent modéliser la circulation océanique de l'Antarctique, par exemple, il y en a 4 ou 5 dans le monde. Et donc, ces personnes, si on leur donne comme mission de travailler sur ces rideaux sous-marins pendant les 5 à 10 prochaines années, ça veut dire très clairement que ces personnes-là ne vont pas passer 5 à 10 ans à bosser sur autre chose. Et donc, nous, notre communauté, on est minuscule, on n'est pas très nombreux. Et aujourd'hui, donc, il y a un pays qui a pris la décision là-dessus, c'est par exemple le Royaume-Uni. Eux, le Royaume-Uni, ils ont décidé de financer l'étude sur bloquer le rayonnement solaire. Donc là, moi, j'ai des potes à moi, là, des climatologues, des spécialistes de la stratosphère et de l'atmosphère, des météorologues, qui bossent là, H24, 7 jours sur 7, parce que les scientifiques, tu sais bien, on bosse 3000% de notre temps, ils vont bosser que là-dessus pendant les 5 prochaines années. Et en fait, c'est de l'argent qui ne va pas travailler peut-être sur le fond du problème, c'est de l'argent qui ne va pas vers de l'adaptation. Aujourd'hui, les ressources, elles sont quand même assez limitées, et surtout notre temps est très limité. Et aujourd'hui, en fait, ces géo-ingénieurs, tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir dire, nous, on bosse avec l'université de Cambridge, nous, on bosse avec, l'université de Grenoble, ce qui n'est pas le cas, l'université de Paris-Saclay. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est cette caution scientifique. Qu'est-ce qu'elle soit en train de dire, cette caution scientifique, ils veulent pouvoir dire, on est associé avec des scientifiques.
Et donc aujourd'hui, je suis quand même en train de beaucoup de mettre en garde ma communauté en leur disant, c'est votre choix, hein, c'est pas moi de faire le choix pour vous, mais dites-vous bien que ces géo-ingénieurs, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller voir un gouvernement et de dire, ah mais non, il n'y a pas de souci, nous on bosse avec telle université. Ils attendraient même pas les résultats. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, réfléchissons, on n'a plus de temps, on n'a plus de temps à perdre. Pour nous, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, c'est un mois qu'on pourrait utiliser dans la bonne direction. Donc il faut vraiment qu'on se pose cette question démocratiquement. Et je pense que cette question, elle est super importante. Est-ce qu'on décide de passer 5 à 10 ans à réfléchir sur regarder le plus ou le moins, de bloquer le rayonnement solaire, de mettre des rideaux sous-marins, de drainer ces glaciers, ou est-ce qu'on met l'argent sur de la décarbonation, sur de l'adaptation, sur travailler avec les écosystèmes? Voilà. Là, mais je vous assure que là, la question, elle se pose maintenant. Moi qui travaille pour le Conseil de l'Arctique aujourd'hui, le Conseil de l'Arctique est en vigilance violette, noire, plus sur le sujet, parce que justement, tout le monde est en train de se diviser et on ne sait pas est-ce qu'on réfléchit sur le plus et le moins ou est-ce qu'on met l'argent ailleurs, quoi. Très bien. On arrive malheureusement au terme de l'échange. On va laisser un peu de temps pour des échanges avec le public. J'ai quand même une dernière question pour chacun d'entre vous, c'est de savoir sur quoi vous bossez maintenant. Qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous ferez, de quoi est faite votre actualité dans les prochains jours, les prochaines semaines? J'ai un projet qui me tient très fortement à cœur, c'est de favoriser la renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Voilà. Et où est-ce qu'on en est C'est ambitieux, c'est très légèrement utopique, parce que comme ça course sur plusieurs siècles, on ne sait pas ce que sera l'Europe dans 5 siècles. Est-ce que la France existera encore? Personne n'en sait rien. Mais c'est pas une raison pour pas attaquer ce truc-là, parce que ça pousse tout seul. Surtout tout seul. Surtout tout seul. Eddy? Moi, je crois que je vais aller en Europe de l'Ouest travailler sur une forêt primaire. Là, ça me dit bien. J'ai bien besoin de ça là en ce moment, de bonnes nouvelles. Moi, je repars bientôt en expé. Je repars au Groenland là dans à peu près une quinzaine de jours, où on essaie de faire de la science, où on réduit son empreinte carbone. Alors c'est pas évident, surtout dans les régions polaires. Mais là, on va essayer de faire une expédition. Alors il va falloir s'accrocher littéralement, parce qu'on va se faire une expédition traînée par les vents, tirée par les vents, poussée par les vents. J'essaie de trouver un terme plus positif. Et on va justement faire des mesures sur le noir de carbone, sur les microplastiques, sur ce qui se passe dans cette partie ouest du Groenland. Donc on a 2000 kilomètres à couvrir. Je vais être avec l'aventurier Mathieu Tordor et on va faire une combo science et sensibilisation scientifique. Parce que quand je suis pas en expédition, quand j'ai pas la chance d'être dans ces beaux paysages, comme Francis, j'essaie de m'inspirer beaucoup de ce que fait Francis en termes de sensibilisation. Je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle que la science, si elle n'est pas communiquée, elle n'a pas d'impact. Et aujourd'hui, comme ça a été très bien dit en introduction, c'est important de savoir ce qui se passe. C'est aussi très important de passer à l'action. Donc aujourd'hui, on essaye à notre niveau de motiver, d'encourager, de donner de l'espoir, de montrer, je pense qu'il faut le dire, quoi. Et on a plein de photos à vous partager ensuite, de montrer à quel point ces écosystèmes-là, ils sont juste merveilleux, quoi. Et aujourd'hui, je pense que si on se bat avec Francis, c'est qu'on se bat aussi pour le merveilleux. Donc aujourd'hui, rejoignez-nous, engagez-vous. On a plein de choses à faire et on a l'espoir que ces futures générations et les enfants de ces futures générations, elles aussi, puissent continuer à s'émerveiller de à quel point cette nature, elle est juste extraordinaire. Oh, merci Francis, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Merci à vous deux.